Bonjour à tous, bienvenue sur Mizane TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Burga. Bonjour François. Bonjour. Voilà, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de l'islam politique, et on peut peut-être citer votre dernier ouvrage, Comprendre l'islam politique, il me semble, aux éditions La Découverte. Voilà, donc Absolument. j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler aujourd'hui d'un thème que vous aviez déjà abordé il y a 2 ans. Donc, il s'agit des élites musulmanes, le thème, la question des élites musulmanes en France, avec comme clé d'entrée le cas du fameux imam Hassan Chalroumi, qui est un habitué des plateaux médiatiques. Donc, alors j'ai eu la surprise de découvrir qu'il avait été invité sur France Culture lundi dernier sur dans l'émission Les chemins de la philosophie. Alors, étant un habitué de cette émission que j'écoute depuis très très longtemps, je reconnais, et d'autres internautes également, j'ai vu que ça avait suscité une polémique, que ce type d'invitation avait vraiment créé vraiment une stupéfaction, une grande surprise, étant donné le standard que pouvait représenter cette émission. Et donc, du coup, cette invitation relançait cette question de la représentativité des élites musulmanes en France. Et comme je le disais, je me souviens que vous aviez abordé cette question en 2018 à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une audition, notamment, c'était un passage, vous aviez parlé de beaucoup de questions sur le Moyen-Orient notamment. Et donc, je voulais avoir un petit peu votre analyse, François Burga, sur finalement, comment doit-on comprendre ce type de médiatisation? De quoi Chalroumi est-il le nom finalement dans ce travail, enfin dans cette mise en scène médiatique d'élite musulmane ou de représentants, disons, de la question de l'islam en France? Comment comprenez-vous le fait que finalement dans un pays qui compte des millions de compatriotes de confession musulmane, qui a produit des générations de chercheurs, d'universitaires, d'intellectuels, de clercs aussi, de clercs formés, on puisse aujourd'hui avoir cet individu-là disons, le fait que bon, il maîtrise pas la langue française. Donc je vais pas l'accabler. En fait, là, c'est vraiment pas une question personnelle, mais c'est plutôt quelle fonction remplit finalement ce type de mise en scène médiatique? Je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. J'espère ne pas décevoir ceux qui connaissent un petit peu ce que je dis sur cette question parce que j'ai eu régulièrement l'occasion de m'exprimer là-dessus, au point que pour moi, le syndrome Chalroumi, c'est même plus une question que je qualifie de complexe. C'est une question qui est devenue relativement limpide. Je pense que pour la saisir dans son essence, il faut la prendre bon, avec hauteur et distance. On peut se passer de Chalroumi, mais on a besoin d'un prisme historique. Chalroumi, c'est l'archétype de ce que les Français en particulier, mais il y a évidemment des tas de parallèles dans d'autres modes de domination d'un groupe par une majorité qui veut le garder sous contrôle. Chalroumi est l'expression d'une vieille méthode française de domination de la composante musulmane de leur société. Et il faut repartir de l'Algérie. Il faut rappeler quels sont les modes de domination d'un groupe. Le pire, lorsque vous voulez dominer une composante de la société, c'est l'empêcher de... Non, pardon. Un des modes, c'est d'empêcher le groupe de s'exprimer. Tais-toi, tu n'as pas droit à la parole. C'est terrible, mais ça n'est pas le pire. Le pire, c'est de fabriquer quelqu'un qui va parler en son nom. Voilà. Et nous arrivons dans le syndrome Chalroumi. Le syndrome Chalroumi, c'est le pire qu'il y a en interférant directement en permanence avec la capacité d'expression des musulmans dans le tissu national français. Pire encore, c'est les faire parler quelqu'un en leur nom. Et ce quelqu'un va évidemment reproduire, cautionner le discours de domination. Donc cette méthode,
elle a été, je dirais, conceptualisée, identifiée, démontée, démantelée, critiquée de très longue date. Et l'auteur que j'aime le plus souvent citer, c'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration. Je rappelle tout le temps, il s'appelle Malek ibn Nabi. Malek ibn Nabi, on le considère plus ou moins comme, on va dire, le père de l'islamisme algérien. Il faut rappeler qu'en 1958, Malek ibn Nabi, il était publié au Seuil, quand l'islam n'avait pas encore pris le relais de l'expression de la tension nationaliste avec la France, en disant un savant musulman. On n'avait pas encore bien compris exactement son rôle. Malek Ben Nabi, en 1958, pour stigmatiser les méthodes qu'employaient les Français pour dénaturer l'expression des Algériens musulmans, il avait dit, oui, c'est la méthode, ôte ta conscience de là que j'y mette la mienne. D'accord? Donc, Chalroumi, c'est bien sûr, ôte ta conscience de là, musulmans de France, ôtez votre conscience de là, ôtez votre conscience lucide, oppositionnelle le cas échéant, et je vais y mettre la mienne, mais avec des habits destinés à la crédibiliser. Je vais la faire exprimer par l'un d'entre vous. Alors, bon, ben ça, c'est encore une fois, si on repart de la phase coloniale, c'est ces fausses élites administratives, les haras, les bacharas, d'accord? Et c'est toutes ces élites qu'on appelait d'un nom ironique les bénis oui-oui, c'est-à-dire ceux qui ne savaient dire que oui-oui au discours du colonisateur. Eh bien, ce qui se passe actuellement en France, la seule dimension surprenante, c'est que, je dirais, plus c'est gros, plus ça passe. Parce qu'ils auraient pu torturer, entre guillemets, un musulman un tout petit peu plus crédible. Hein. Mais vraiment, ils ont fait dans la caricature avec Chalroumi. Bon, cela étant, je rappelle qu'il existe, selon une formule que j'ai déjà employée, des Chalroumi analphabètes, mais aussi des Chalroumi savants. Il existe d'autres élites qui se parent de leur appartenance musulmane. Alors, on a toute une catégorie. On a les Chalroumi savants et puis toute cette catégorie des ex-musulmans qui vendent leur détestation. Et moi, je n'interdis à personne de détester la religion de ses ancêtres. D'accord? Ce qui est détestable, c'est que ce tout petit échantillon d'une communauté qui est diverse, mais qui a quand même une dominante dans la communauté musulmane, une écrasante majorité ne peut pas s'identifier au discours de Zohra Bitan ou de Zainab El-Razaoui ou de Mohamed Louisi, etc., etc. Mais évidemment, ce sont eux que l'on va surmédiatiser. Alors, avec Chalroumi, ce qui est surprenant, c'est la dimension absolument caricaturale. Et puis, est-ce qu'il y a une volonté d'humilier? Parce que c'est vrai, ce qui est surprenant quand même avec Chalroumi, c'est effectivement le décalage abyssal. Et pour moi, cette émission sur France Culture, c'est vraiment un symbole. C'est-à-dire, je me dis jusqu'où peut-on descendre dans cette logique-là, puisque nous avons comme quelqu'un qui, voilà, bon, qui représente vraiment l'antithèse de la socialisation et de ce que nos compatriotes de confession musulmane ont pu produire également, je le disais tout à l'heure, sur le plan universitaire, académique, même dans le tissu social, même sur le plan des leaders d'opinion. Donc, on a vraiment quelque chose d'abyssal et quelque chose de vraiment caricatural. Et c'est vrai que c'est surprenant. Je voudrais citer quand même, rappeler une déclaration que vous aviez faite dans cette audition que je soulevais tout à l'heure. Vous aviez dit, je cite, « Dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien les musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent l'assise de notre discours de domination sur leur communauté. Sinon, on les traite immédiatement d'intégristes. » Fin de citation. Donc, voilà, finalement, comment vous expliquez que le système politico-médiatique qui produit ce genre de domination que vous rappeliez, finalement, manque de raffinement et de ce fait n'atteint pas à sa cible? Voilà, je ne sais pas. Je sais pas ce que ça vous inspire. Je vais peut-être vous décevoir. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée d'humilier. Il y a un espèce de pragmatisme. Pour trouver quelqu'un qui accepte de dire les monstres
monstruosité qu'accepte de dire Chalroumi, il est évident qu'il ne faut pas viser trop haut au-dessus du baccalauréat. Et je ne fais pas de fétichisme des diplômes, c'est une image, bien sûr. Hein. Parce que pour trouver quelqu'un qui va aller en Israël, nous déclarer que tout compte fait, les officiers de Tsahal sont des gens très sympathiques, je me demande pourquoi on ne les aime pas, etc. Il faut vraiment trouver de quelqu'un de très, très malléable. Alors, bien sûr, ça serait plus crédible si on avait un interlocuteur un petit peu plus sophistiqué, mais on ne le trouverait pas. On ne le trouverait pas. On trouve, bien sûr, des intellectuels relativement sophistiqués qui intériorisent au moins une partie du discours de discrédit de toute option oppositionnelle. Mais de la dimension de Chalroumi, il fallait Chalroumi, sinon ça ne fonctionnait pas. Et encore une fois, bon, un autre aspect de la grossièreté de la manipulation, c'est lorsque Chalroumi, c'est une formule que j'ai déjà employée, mais je ne pense pas qu'elle soit de moi, lorsque Chalroumi organise une manifestation, il y a plus de caméras de télévision que de manifestants. Enfin, c'est quelqu'un dont on sait qu'il n'a absolument aucune capacité de mobilisation dans la communauté musulmane. Eh bien, malheureusement, nous vivons une époque où plus c'est gros, plus ça passe. Et le syndrome Chalroumi, actuellement, alors, encore une fois, il y a une cosmogonie d'autres catégories de Chalroumi. Il y a tous ces ex-musulmans haineux qui tournent en boucle pour cautionner, alors là, je dirais, le discours de haine carrément. Et puis, il y a, disons, tous ces travaux dont l'objectif apparemment académique est de criminaliser à l'émotionnel tout ce qu'on apparente au courant des frères musulmans, que moi j'apparente à l'islam citoyen et oppositionnel dans les enceintes arabes. Je fais toujours la différence entre l'enceinte française et les enceintes des sociétés de tradition musulmane. Hein. L'islam dit politique, c'est-à-dire la conscience musulmane en politique, ne peut pas avoir en France les mêmes ambitions qu'elle a dans une société de tradition musulmane. Mais disons qu'il y a un rapprochement qu'on doit nécessairement souligner, c'est le rapprochement entre la rhétorique islamophobe de l'État français et la rhétorique islamophobe de l'État, accrochez vos ceintures, saoudien ou émirati. Il faut bien rappeler qu'il y a moins d'un an, un ancien ministre saoudien est venu à Paris encourager le président Macron, il fallait ne pas manquer d'humour, à lutter contre, je cite, l'islam politique. Hein. Et vous voyez dans la crise qui traverse la France maintenant, regardez les États qui soutiennent la position du président Macron. On a la Chine, l'Inde, je laisse votre culture générale mobiliser les explications, et puis les Émiratis. Hein. Même l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on craint exactement à travers cette volonté de disqualifier ou de neutraliser des élites musulmanes, disons, talentueuses ou en tous les cas compétentes et formées? On se rappelle tout de même, on ne peut pas ne pas mentionner l'époque de la médiatisation de Tariq Ramadan sur les plateaux télé. On l'avait vu un peu plus tard, des personnes comme Marwan Mohamed du CCIF, etc. On voit comment la machine médiatique nourrit, alimente une forme de diabolisation, une forme de disqualification à travers cette accusation d'islamisme ou d'islam politique. D'ailleurs, où commence comment dire, la conviction religieuse et où finit la conviction religieuse et où commence l'engagement citoyen politique? Ça, c'est une vraie question aussi. Aujourd'hui, quand vous êtes citoyen de confession musulmane et que vous êtes engagé dans la cité, ben, vous êtes passible d'une accusation d'islamisme du fait de votre appartenance religieuse. Donc, qu'est-ce qu'on craint finalement à travers, vous parliez tout à l'heure du discours pro-israélien de Hassan Chalroumi, est-ce que c'est ce type de posture qu'on craint dans cette médiatisation? En partie. Hein, alors là, bien sûr, il faut quand même prendre le temps de dire que les sponsors, les milieux politiques français qui ont fabriqué Chalroumi sont clairement identifiés. Hein. Ils sont très proches du CRIF, c'est mon ami Elie Wiesel. Et bon, voilà. Alors, ça, c'est une dimension. Mais ce n'est pas la seule. Moi, il y a très longtemps que j'ai dit, cette attitude des Français, c'est une erreur stratégique. J'aime beaucoup dire que tout ce que je fais là, mon engagement, y compris depuis quelques minutes avec vous, ce n'est pas pour être gentil à l'égard des musulmans. C'est pour être efficace à l'égard de mon pays, dans sa totalité.
Et je pense que l'attitude de nos élites politiques actuellement est une formidable erreur stratégique. Moi, il y a très longtemps que, de façon, je dirais, cynique, pas par amour de l'islam, je ne suis pas musulman, je vous le rappelle, pas par sympathie pour les musulmans, je dis, vous ne devriez pas vous priver dans l'alchimie qui fabrique la décision politique française, notamment en politique étrangère, vous ne devriez pas vous priver d'écouter l'avis des musulmans, et pas n'importe lesquels, s'il vous plaît, les musulmans râleurs, les musulmans ayant des postures oppositionnelles. Si vous, mesdames et messieurs du ministère des Affaires étrangères, aviez été capables d'entendre des voix musulmanes oppositionnelles, vous auriez peut-être fait moins de bêtises vous feriez moins de bêtises aujourd'hui dans votre engagement politique purement clientéliste aux côtés de Abdel Fattah Sisi. Vous n'auriez pas jusqu'à la fin été incapable de comprendre les dynamiques qui se nouaient en Tunisie ou en Égypte et la fin de l'absolutisme de ces autocrates que vous défendiez parce que, soi-disant, ils luttaient contre l'islamisme. Donc, moi, je pense que l'alchimie de la fabrication d'un tissu politique fonctionnel en France doit passer par l'intégration de musulmans ayant conservé leur capacité oppositionnelle. Or, l'attitude, on a sauté cette phase-là en arrivant trop vite à Chalroumi, l'attitude du gouvernement français depuis l'indépendance de l'Algérie a été d'interférer, de continuer à interférer massivement avec les mécanismes de la représentation des musulmans français. L'archétype, c'est bien sûr la mosquée de Paris, qui est une institution franco-algérienne. Pendant des décennies, le gouvernement français dialoguait avec les autorités politiques d'Alger lorsqu'il voulait affecter le comportement de ses propres citoyens dans le tissu politique français. Formidable erreur. Pourquoi nous avons cette tension actuellement? Nous avons cette tension parce que les dysfonctionnements majeurs des modes de représentation des musulmans dans le tissu politique français, ces modes de représentation qui passaient par la mosquée de Paris, qui passaient par les négociations avec les pouvoirs autoritaires du Maghreb, ne fonctionnent plus. Pourquoi ils ne fonctionnent plus? D'abord parce que les musulmans français sont de moins en moins algériens, tunisiens ou marocains et de plus en plus français. Et deuxièmement, parce que les régimes de ces pays sont de plus en plus discrédités. Donc, les citoyens français de confession musulmane, dont les ancêtres à 3 générations sont nés en Algérie, ne se reconnaissent absolument plus dans cette conversation privée qu'entretient le gouvernement français avec les autorités algériennes. Or, toute la gamme des institutions de la représentation des citoyens de confession musulmane a été obérée par la volonté des Français d'empêcher des élites véritablement représentatives d'émerger. Alors justement, pourquoi? Est-ce qu'il y a une crainte que des acteurs de confession musulmane ou que les autonomes, disons, qui soient autonomes et qui échappent un petit peu à une influence politique gouvernementale, est-ce que c'est ça que l'on craint? Oui, Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Bien sûr, c'est la peur ancestrale devant l'émergence d'un monde auquel on ne se sent pas complètement intuitivement identifié, bien sûr. C'est l'émergence d'une composante du tissu de la nation qui est nouvelle et qui est en prise avec un imaginaire qui est l'imaginaire de la colonisation. Voilà. Tout allait très bien tant qu'on plantait des cathédrales sur les collines d'Alger, mais comme maintenant des musulmans veuillent sortir et le culot de vouloir sortir des caves où ils priaient jusqu'à présent pour construire un bout de mosquée, ça c'est absolument insupportable. Et ça nous donne ce discours schizophrène. Regardez la relation. Imaginez que le gouvernement français dise qu'un catholique n'a pas le droit de parler avec son frère italien ou de faire venir un curé de Rome. Je veux dire, tout cela est juste totalement irrationnel. Regardez la contradiction entre les attitudes successives de François Hollande. Moi, j'avais beaucoup stigmatisé François Hollande. J'avais dit, le président Hollande, il a regardé les musulmans de France dans les yeux et il leur a dit, mesdames et messieurs, désolé, je ne vois pas un seul d'entre vous capable de former des imams. Je vais donc m'en remettre à ce régime bien connu pour sa laïcité et son libéralisme politique, qu'est le Marzen marocain. D'accord? Vous cherchez l'erreur. Eh bien, son successeur, lui, va dire le contraire. Ah non, 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 c'est fini. On ne va plus se former à l'étranger, on va se former en France. Tout ça est juste ridicule. On n'a pas un logiciel rationnel de gestion des attentes. Cette criminalisation des influences étrangères est absolument ridicule. Parfois, elle est intuitive, d'autres fois, elle est commandée. Il faut dire un mot des Qatar Papers.
Les Qatar Papers, c'est financé par les officines émiraties qui achètent de journalistes de premier plan pour leur bourrer le mou avec des données qui ne permettent aucune des conclusions qu'ils ont tirées, puisque les Qataris influent financièrement sur à peu près 1% des lieux de culte en France. Comment peut-on en déduire que les Qataris ont fait main basse sur l'islam de France? Ça ne fait rien. Plus c'est gros, plus ça passe. L'Assemblée nationale française a financé le film tiré des Qatar Papers. La chaîne Arte, la grande chaîne belge ont cautionné cette très grossière propagande. Donc, il faut redire, je l'ai esquissé tout à l'heure, cette atmosphère d'islamophobie est un produit issu de l'histoire coloniale française, mais c'est aussi un produit de la coopération sécuritaire entre la contre-révolution arabe et les peurs des Occidentaux. La contre-révolution arabe menée par les Émiratis surfe la peur, l'incompréhension, l'ignorance des Occidentaux à l'égard de l'islam. Et encore une fois, le paradoxe extrême, c'est ce haut fonctionnaire saoudien, tenons-nous bien, qui vient demander à Macron, qui vient encourager Macron à lutter contre l'islam politique. Alors, le ministre de l'Intérieur a désigné des associations musulmanes en France, notamment le collectif contre l'islamophobie en France, qui est quand même assez connu dans le paysage français, y compris par les acteurs qui sont engagés sur la question des droits de l'homme, hein, la LDH et tous les acteurs, ont été désignés comme des ennemis de la République. La dissolution du CCIF va être proposée par Gérald Darmanin, pardon, dans une dizaine de jours, je crois, ou à peu près. Est-ce que donc là, on franchit un nouveau cap hein, dans la disqualification des acteurs français de confession musulmane. Est-ce que cette dissolution, pour vous, s'inscrit dans cette politique de domination, de neutralisation des acteurs musulmans français, ou est-ce que ça s'inscrit encore dans une autre logique de surenchère voilà. Non, c'est la même logique. On ne tolère pas une institution. Vous lirez un article dans Politis qui est paru il y a quelques jours, où il y a une très bonne formule de l'auteur. Il dit « Le CCIF était l'une des seules institutions qui avait mérité la confiance des musulmans. » Voilà. On ne peut pas tolérer une représentation institutionnelle des musulmans qui soit fonctionnelle, qui soit en prise, qui ait la confiance des musulmans. On ne tolère que ces croupions de représentation qui sont obérés par l'imposition d'élites non représentatives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en France dans le contexte, dans le double contexte de la surenchère électoraliste entre le président Macron et l'extrême droite, et l'un étant en partie la conséquence de l'autre, la résurgence d'attentats terroristes particulièrement efficaces. C'est beaucoup trop, la mort d'un homme. Mais la mort d'un seul homme est en train de faire changer la politique de tout un pays, est en train de faire sortir la France de l'état de droit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé brutalement avec le discours des Mureaux d'abord, de la Sorbonne ensuite, ce qui n'était qu'une islamophobie cantonnée à l'extrême droite, puis à la droite, puis malheureusement à certains à gauche, est devenue une islamophobie d'État. Et la définition de cette islamophobie, c'est qu'on ne stigmatise pas que le segment de la communauté musulmane qui choisit d'assumer un discours et le cas échéant des pratiques de rupture. On crée cette notion d'écosystème et à partir du moment où il y a un kebab, une mosquée, un kebab, eh bien nous sommes dans l'écosystème islamiste. Je vais vous faire une confidence le 19 novembre prochain, je suis cité par le CCIF devant une juridiction qui va essayer de faire condamner un préfet qui a explicitement dit que le CCIF était une institution qui fabriquait des djihadistes. Donc on en est là. Donc l'énorme paradoxe, c'est qu'on ne stigmatise plus la frange de ceux qui ont opté pour un discours de rupture, on stigmatise ces institutions de la représentation musulmane qui préviennent cette radicalisation. On est en train de frapper les pare-feux, les barrières, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de mots pour condamner cette aberration-là. Alors là, moi, je veux bien être cynique. Je pense que nos autorités actuellement ne combattent pas
la fracture qui se creuse entre la communauté musulmane et le reste des Français, ils l'exploitent à des fins électorales. Et ils ne sont donc pas peinés de voir que jour après jour, on fait tout pour qu'il y ait des protestations, de sorte que l'on puisse dire, je vous avais bien dit qu'ils allaient protester. Vous voyez, je ne suis pas très très loin d'une ville où hier s'est passé quelque chose d'absolument honteux, puisque des policiers, à 7 heures du matin, 10 policiers du RAID ont fait irruption dans la chambre à coucher d'une petite fille de 10 ans qu'ils ont détenue pendant 11 heures sous l'accusation d'apologie du terrorisme. Sommes-nous bien dans la France des droits de l'homme? Et j'ai honte d'appartenir à cette société-là, mais j'ai le sentiment que c'est avec un immense cynisme que Darmanin, Schiappa, qui sont les envoyés spéciaux du président sur les terres de l'extrême droite, cultivent ce genre de machine à fabriquer de la tension pour l'exploiter, pour capitaliser dans le domaine, sur le terrain électoral ou électoraliste, et non pas politique, mais politicien. Tout cela sent très mauvais et j'ai peur que ça soit une odeur qui soit en train de planer sur de très, très larges segments de notre société. Ma dernière question, François Burgat, concerne la loi, le projet de loi, la proposition de loi du 9, qui sera présentée le 9 décembre, si je ne me trompe pas, sur les séparatismes. Hein, vous parliez du discours des Mureaux du président Macron. Qu'est-ce qu'on peut craindre de cette loi qui prévoit des mesures comme des peines de prison pour des personnes qui ne serreraient pas la main aux femmes, voilà, quoi qu'on pense de ce type de pratique, ou des choses de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on peut craindre de cette loi? Alors, est-ce que ce type de loi pourrait passer avec, compte tenu de la culture juridique des institutions françaises, tout de même, il y a des institutions comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ce type de loi peut passer? Est-ce que c'est du pur électoralisme? Ou bien est-ce qu'on est face à un risque de fracture beaucoup plus approfondie de la société française? D'abord, le mal que porte cette loi, il a déjà été fait parce que le seul fait de dénoncer ce genre de critères de division de la société a déjà produit des ravages. Est-ce que nous aurons des garde-fous juridiques, institutionnels? Ce matin, j'ai saisi le défenseur des droits à 9h30 du matin. Personne d'autre que moi l'avait fait, je peux vous dire. On va voir déjà à l'égard de cette monstruosité qui s'est passée à Albertville si nous avons une réaction digne de ce nom. Je pense que le Conseil d'État reste quand même, et c'est pour ça que le CCIF n'a pas été dissous, c'est que le gouvernement est en train de préparer le terrain, mais malheureusement, il peut utiliser la voie législative, puisqu'il y a déjà des demandes qui émanent pour l'instant du Front National, mais M. Retailleau ne va pas tarder à faire de la surenchère dessus, au nom des LR, qui demandent de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, effectivement, mais je vous dirais, ça fait 20 ans que, et vous pouvez le retrouver, je ne dis pas ça à la légère, ça fait 20 ans qu'à la fin de mes conférences, je dis, j'espère que tout ce que je vous ai dit est erroné et que mon pessimisme sera démenti par l'évolution à court terme de la situation en France. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas encore été démenti. Et donc, bon, où est-ce que je place mes espoirs? Moi, c'est quand même dans les influences étrangères. Nous allons, comme n'importe quelle république bananière, tourner le regard vers l'étranger en disant « venez à notre secours ». Ces aides sont de deux sortes. Les boycotts qui viennent du monde arabe, disons tout de suite qu'un certain nombre sont sincères et respectables, mais ceux qui viennent des régimes, j'ai envie de leur dire « eh oh les amis, mais c'est vous qui nous soufflez dans les oreilles depuis 40 ans que les musulmans sont des individus dangereux en politique. Hein. Mais disons, il y a ces pressions, y compris économiques, qui sont le moteur de la pédale douce, il faut bien prendre le temps de le dire, de la petite marche arrière qu'ont entrepris un certain nombre de communicateurs du gouvernement. Mais il y a aussi des réticences dans le monde anglo-saxon. Au Canada, dans tout le monde anglo-saxon, les Français, je mettais hier ou avant-hier qu'avant, nos marqueurs identitaires, c'était le litre de vin rouge, le camembert, la baguette, le béret. Maintenant, il faut y rajouter cette espèce d'islamophobie hystérique
au nom d'une laïcité qui n'est plus comprise par personne. Donc je pense que les réactions, à part, je l'ai dit, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, peut-être, j'en sais rien, la Hongrie, il y a 4 pays au monde qui soutiennent l'attitude du président Macron. Je compte sur ces réactions étrangères pour faire changer, sur peut-être quand même la colonne vertébrale du Conseil d'État, peut-être parce que ce sont les disciplines que j'ai étudiées quand j'étais petit, mais sur le terrain politique, je ne vois pas de sursaut, parce que M. Mélenchon est celui qui est le plus fréquentable sur ce terrain, mais il a lui-même un logiciel tellement problématique, il est tellement incapable de comprendre ce qui se passe dans le monde arabe et musulman, que ce soit le conflit syrien ou que ce soit l'élection de Nahda en Tunisie, c'est une véritable catastrophe. Et donc, je ne vois pas actuellement dans les forces politiques, j'ai entendu Benoît Hamon l'autre jour dire des choses très rationnelles, je ne vois pas la barrière politique au sein de la société française se dessiner très clairement. On la voit par opposition. Les Verts ne se polarisent pas sur la question de l'islam, mais il ne faut pas qu'ils prennent la parole sur la question parce qu'ils disent autant de bêtises que les autres. Et Jadot, l'autre jour, s'est lancé dans une diatribe sur le burkini qui valait largement celle de Marine Le Pen, malheureusement. Hein. Donc, oui, quelques freins juridiques, des pressions extérieures, et puis notre morale à nous tous, les islamo-gauchistes de tout poil. Voilà. Merci François Burgard, en tous les cas, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de l'islam politique et d'un ouvrage intitulé Comprendre l'islam politique aux éditions La Découverte. Voilà, j'espère avoir le plaisir de vous recevoir dans un futur entretien. Et d'ici là, je vous remercie de nous avoir suivis. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci.